Le Premier ministre dans les champs, Moussa Mara, poursuit sa tournée dans la zone office du Niger. La journée d'hier vendredi a été marquée par une série de visites de diverses réalisations. L'an 1 du président Ibeka à la tête du Mali, le dossier de la rédaction porte ce soir sur la justice et la croisade contre la corruption. Quel progrès réalisé le Mali, 127e sur 177 pays classés par Transparency International. Élément de réponse dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. D'abord, cette nouvelle portant sur l'événement du jour qui était tant attendu, le match Mali-Malawi, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2015, n'a pu avoir lieu cet après-midi comme prévu. Une forte pluie s'est abattue sur Bamako, rendant le terrain de jeu du 26 mars impraticable. La rencontre est donc reportée à demain dimanche 7 septembre, coup d'envoi à 16h, toujours au stade du 26 mars. Les organisateurs demandent aux spectateurs de conserver leurs billets et annoncent que la vente de tickets se poursuivra jusqu'à demain dimanche. Le Premier ministre Moussa Mara a donc commencé sa visite en zone office du Niger par le barrage de Makala. Moussa Mara s'est imprégné du fonctionnement de l'ouvrage avant de se rendre au Pointa et au complexe agro-pastoral et industriel CAISA. Le Premier ministre a invité les autres opérateurs économiques à imiter cette initiative privée pour faire du Mali le grenier de l'Afrique occidentale. Ségou, correspondance de Dougoufana Traoré. En venant en zone office du Niger, le Premier ministre a tout d'abord essayé de comprendre le fonctionnement du système d'irrigation de la zone office du Niger. Et c'est le barrage de Markala qui constitue l'épine dorsale de ce système. À Markala, Moussa Mara a reçu un accueil populaire organisé par les populations. Après le bain de foule, Moussa Mara a suivi attentivement l'historique du barrage de Markala, un barrage qui a aujourd'hui 80 ans. Le barrage de Markala permet de remonter le plan d'eau de 5,50 m. Donc avec ce plan d'eau, une partie de l'eau du fleuve dérive gravitairement vers les parcelles de l'Office du Niger qui se situe en rive gauche. D'où le nom de barrage de dérivation et non barrage de stockage. Le Pointa, comme son nom l'indique, est le point de départ numéro 1 des canaux d'irrigation de l'Office du Niger. Le canal du Sahel qui arrose Nyonon, Molodo et Kouroumari. Un deuxième canal arrose Massina et Koulongo. Et un troisième canal arrose la zone de Bewani. Le Premier ministre et sa délégation ont visité ces ouvrages avant de se rendre à la ferme de Modibo Keïta, appelée ici complexe agro-industriel CAISA. Situé en zone office du Niger, dans la zone de Sanamandougou, ce projet est un bail de 20 000 hectares pour 49 ans. Le promoteur Modibo Keïta exploite déjà à la phase 1 de ce projet 7 400 hectares. Il y pratique de l'agro-business et impressionne le visiteur avec des moyens agricoles très modernes. Il faut qu'en plus de l'agriculture familiale qui est essentiellement tournée vers vraiment la subsistance de nos populations, il faut donc développer l'agro-business. C'est pourquoi donc dans notre stratégie, nous voulons promouvoir l'agriculture en marchant sur les deux pieds. D'un côté, un pied va se reposer sur la promotion de l'agriculture familiale, son renforcement, sa promotion, sa sécurisation, la résolution en tout cas des grands problèmes que rencontre vraiment donc l'agriculture familiale, mais aussi parallèlement l'agro-business qui va donc nous permettre de mettre sur le marché des produits de qualité, qui va nous permettre vraiment donc de concourir des marchés de la sous-région et vraiment donc de peser sur la balance donc commerciale, vraiment en exportant plus et en captant plus de devises pour le développement de notre pays. Et donc le cas de Modibo est un exemple. Cette parcelle que nous venons de visiter, le site de CAI, est un exemple illustratif des orientations que le chef de l'État nous a fixées et que le ministre du Développement rural est en train de mettre en œuvre. C'est-à-dire partout où les privés peuvent prendre le risque de venir s'installer, de développer, d'investir, ils doivent être accompagnés du mieux que nous pouvons au niveau de l'État, depuis la partie financement jusqu'à la partie réalisation. Et à côté, l'État, à travers l'Office du Niger, s'engage dans un vaste programme d'aménagement hydro-agricole dans la zone de l'Office du Niger. Le ministre du Développement rural en a parlé ce matin. Nous avons en perspective plus de 200 000 hectares à aménager. Ce qui va dépasser ce qui a été fait de 1947 à aujourd'hui et de l'indépendance à aujourd'hui. Nous voulons le faire plus en 5 ans que ce qui a été fait en 50 ans. C'est une ambition louable, nécessaire, parce que le développement de l'agro-industrie est l'avenir de l'agriculture pour notre pays. Et l'avenir de l'agriculture pour notre pays est l'avenir du pays simplement.
Ici, nous sommes sur un espace qui préfigure ce que sera l'agriculture demain. Donc il nous faut accompagner et remercier l'initiateur Modibo Keïta et lui assurer de tout le soutien de l'État par rapport à son programme d'investissement et par rapport à ce qui a été fait d'ici là. À Sanamandougou, Moussa Mara a tenu à rendre une visite de courtoisie aux notabilités afin de leur transmettre les salutations du président Ibrahim Boubacar Keïta et recueillir leurs avis et leurs bénédictions pour une paix durable au Mali et un bon hivernage. Hier vendredi, le chef du gouvernement et la délégation qui l'accompagne étaient à Massina, là-bas. Ils ont successivement visité le casier de Kokri B, le test de fertilisation au phosphate naturel, KLMC granulé, la parcelle du système de riziculture intensive, le projet Malibia et la cage flottante pour pisciculture. Envois spéciaux, Tchemoko Sagara, Sédou Sissoko. Après le barrage de Markala, le Pointa et les périmètres de la société Moulin Moderne du Mali M3SA à Sanamadougou, le Premier ministre Moussa Mara et sa délégation se sont rendus dans la zone de Kemassina. Ici, après la visite de courtoisie au chef de village de Massina, Kéou Dienta, le chef du gouvernement s'est rendu au niveau de la parcelle test de fertilisation au phosphate naturel de Tilemsi à Kokri B. Dans cette parcelle de Mamadou Diara, les techniciens s'attendent à un très bon rendement. Cela grâce à l'Office du Niger qui, sur la demande de Toguna Industrie, teste le phosphate naturel de Tilemsi granulé. Ensuite, la délégation du Premier ministre s'est rendue à Kolongo pour voir les potentialités du projet Malibia. C'est un projet qui réunit le Mali et la Libye à la fois. Donc ce projet, il a démarré depuis 2008. Donc ils ont pu faire un vaste travail ici sur 100 000 hectares. Mais c'est le canal d'amener d'eau d'abord qui a été fait. Et ce canal d'amener d'eau, il est large de 120 mètres sur une distance de 40 km. Et avec une route bitumée aussi qui fait les 40 km aussi. Ce canal permettra d'irriguer à terme plus de 300 000 hectares pour le compte de l'État à partir du kilomètre 18 et le reste, les 100 000 hectares pour la Libye. Dans ce cadre de projet, il y a eu un investissement en une année de 25 milliards fait par les Libyens. Visite du Premier ministre dans la zone de Massina a pris fin par la ferme piscicole Diallo, une initiative privée qui cadre parfaitement avec la vision du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. C'est un privé qui, au moins, les problèmes essentiels de la filière poisson au Mali, qui a pu les régler. Parce que le problème majeur, c'est quoi? Comment trouver des alevins, des petits poissons. Des petits poissons à multiplier, à élever, à grossir. Ça, c'est un enjeu dans le cadre de la pêche, surtout la pisciculture. Deuxièmement, l'aliment poisson. L'aliment poisson, comment composer l'élément poisson en fonction des différents âges, en fonction des besoins. Il a réglé ça également. Il a construit une grande usine. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, que tous les Maliens, jeunes et adultes, hommes et femmes, qui veulent s'essayer dans cette activité, qui est fortement promoteuse et financièrement rentable, vraiment donc toutes les conditions sont créées pour la réussite. Selon le promoteur de cette ferme piscicole, le bénéfice net généré par cette activité s'élève à plus de 5 millions de francs CFA par semestre. Activité gouvernementale encore avec le ministre de l'Industrie et de la Promotion de l'Investissement qui était hier à Koulikoro. Dans cette ville, à quelques 60 km de Bamako, Moustapha Ben Barka a visité non seulement des industries fonctionnelles, mais également des structures qui sont en arrêt. Et il a d'ailleurs été question de la relance des activités de UCOMA et de INACOM. Fatma Takone, notre envoyé spécial. Koulikoro, la deuxième région, était une zone industrielle par excellence. Mais aujourd'hui, beaucoup d'usines ont disparu. Petite consolation tout de même, la région du Mékétan enregistre aujourd'hui l'installation de nouvelles industries. Le ministre de l'Industrie était justement venu observer les conditions de travail de certaines usines de la place. Moustapha Ben Barka a été reçu respectivement par les responsables du groupe Gazelia et ceux de la compagnie africaine de produits alimentaires, Capal. Il a terminé la visite de la matinée à l'industrie malienne du fer, IMAFER. C'était de nous enquérir la situation réelle sur le terrain des industries maliennes, dans la région de Koulikoro principalement, et de savoir quelles sont vraiment leurs préoccupations, de voir également quelles sont leurs ambitions.
Dans l'après-midi, la délégation est passée successivement dans les industries nasales et de construction métallique INACOM et les grands moulins du Mali GMM. C'est au coucher du soleil que l'hôte du jour a pu visiter l'UCOMA avant de s'entretenir avec un personnel en détresse. Lorsque l'entreprise est dans cette situation, soit vous la laissez dans le délabrement total comme ça se voit aujourd'hui, et chacun avec ses détresses, et c'est tout le monde qui perd. Et l'économie malienne a bénéficié des avantages de UCOMA dans le temps. On est tous engagés à nous casser en 5, en 10 pour trouver des solutions. UCOMA a traversé des périodes extrêmement difficiles. Pour redémarrer, va prendre énormément de travail dont aujourd'hui nous ne pouvons même pas évaluer la portée. Il y a beaucoup de choses à diagnostiquer. Ici, à Koulikoro, les potentialités industrielles existent encore. Les responsables des usines comme ICOMA et INACOM demandent-ils l'accompagnement de l'État pour relancer les affaires de leur société. Merci à Fatoumata Koné. Le bazin qui fait donc son show, c'est l'intitulé d'une soirée gala défilé de mode qui s'est tenue hier soir au Palais des Sports à l'ACI 2000 Amdalaï. L'événement dont la marraine et le ministre de la Culture, Ndiaye Ramatoulaye Diallo, était présidé par l'épouse du chef de l'État, Keïta Aminata Maïga. La manifestation s'inscrit dans le cadre de la première édition du Festi-Bazin. Retour sur les temps forts de cette soirée. C'est avec Modibo Soirée. Ce défilé de mode est considéré comme l'activité phare de Festi-Bazin, lancé le jeudi dernier ici même au tout nouveau Palais des Sports de Bamako. Une soirée conçue par les organisateurs pour magnifier et valoriser le bazin à travers une série de collections présentées par des stylistes, créateurs et acteurs évoluant dans les secteurs de la mode et de la teinture. Le bazin est le tissu emblématique du Mali par excellence. Quand vous voyagez, la première chose qu'on vous demande, où est mon bazin ? Donc aujourd'hui, dire que le bazin n'est pas malien, c'est vraiment faire fausse route. Le bazin nourrit énormément de familles, il crée énormément d'emplois. Il n'y a pas d'occasion au Mali sans ça. On se dit qu'il fallait célébrer cette étoffe-là. Des stylistes modélistes et auto fashion designers du Mali et du Sénégal étaient retenus pour animer cette soirée glamour qui a démarré par un défilé minime. Ensuite, ce fut le tour des seniors avec des mannequins professionnels de montrer leur savoir-faire dans des tenues conçues pour la circonstance par une dizaine de salons de couture. Femme d'Afrique de Maïmour, il fait chaud de la sénégalaise Nafito. Dimanche à Bamako, des péchés mignons. Arc-en-ciel de Bortini et bien d'autres sont autant de collections qui ont séduit l'assistance. Je me suis inspirée des belles nattes qu'on a chez nous dans le Nord, les perles du Nord, les couleurs d'Afrique, les couleurs dans les cérémonies, parce que le Mali quand même c'est un pays de couleurs. J'ai fait la collection sur du bazin et sur le poleman. Le poleman c'est le marron qui fait l'effet bordeaux. Vert jaune rouge, c'est le drapeau du Mali. Donc chaque Malien se doit un minimum de patriotisme en ces temps. Maintenant à chaque défilé, que ce soit national ou international, je le rappelle toujours, soit c'est dans ma collection, soit je m'habille en vert jaune rouge. La soirée a été mise à profit par les organisateurs pour décerner des trophées à des professionnels du secteur, dont la sommité de la mode africaine Djouma Dienk Diakate du Sénégal. Des artistes comme Djibi Dramé, Baba Niamé, Nampé Sadio, Aïra Arbi, Abdoulaye Diabaté et l'humoriste Adama Daïko de la Côte d'Ivoire ont joué chacun leur partition pour rendre au bazin toute sa valeur. Très belle fête. Nous avons vu des modèles très intéressants, très beaux et de très belles teintures. Et pour la couture, je pense qu'il y avait du moderne comme du traditionnel. Ça m'a beaucoup plu. Mais je voudrais dire, comme je l'avais dit également aux organisateurs, que n'oublions pas que le Mali est producteur de coton. Et ce serait bien qu'il y ait une usine. Dans le temps, je me rappelle, sous la Première République, on faisait du bazin, peut-être pas aussi beau, mais je crois qu'il va falloir y travailler et que nos opérateurs économiques y pensent. Parce que nous produisons du coton. Voilà donc un pari de gagné par l'agence Ovation et ses partenaires à travers cette nuit où le bazin était mis en avant sous toutes ses formes et dans tous ses états. Le bazin est-il vraiment malien? Est-il vraiment vecteur de développement économique dans notre pays? Nous en parlerons dans notre émission de demain, Actu Hebdo. C'est à partir de midi. Sur invitation du médiateur du Royaume du Maroc, Abdelaziz Ben Zakour, le médiateur de la République du Mali, Baba Akib Aïdara quitte Bamako demain dimanche pour une visite de travail à Rabat et à Marrakech. Dans le Royaume chérifien, le médiateur de la République aura plusieurs séances de travail
avec son homologue du Maroc. Les deux personnalités saisiront cette occasion pour passer en revue les relations bilatérales entre les services du médiateur de la République du Mali et le médiateur du Royaume du Maroc, ainsi que leurs préoccupations dans le cadre de l'association des ombudsman et médiateurs de la francophonie. Le syndicat national des commerçants détaillants du Mali, SINACODEM, suspend son mot d'ordre de grève initialement prévu pour les lundis 8 et mardi 9 septembre prochains. Cette suspension fait suite à un accord conclu entre les commerçants détaillants et le gouvernement. Nous écoutons le secrétaire général du SINACODEM. Il est au micro de Makanfi Konaté. Le syndicat national des commerçants détaillants du Mali, SINACODEM, et ses affiliés avec tous les responsables de secteur dans tous les Mali, a décidé de fermer leurs magasins du lundi et au mardi pour cause l'augmentation des droits de douane pour les produits que nous importons sans AV de 30%. Suite avec beaucoup de réunions, avec beaucoup de concertations, il y a eu un accord entre les commerçants détaillants et le secteur et les déclarations en douane et la CECIM et le groupement de commerçants maliens. À la date d'aujourd'hui, le grève n'a plus eu lieu parce qu'on a eu un accord, toutes les marchandises qui devraient taxer de 30% seront taxées de 10%. Donc, suite à cet accord, nous informons tous les commerçants et importateurs et des commerçants détaillants. Les fermetures des magasins et les fermetures de notre table sera suspendues jusqu'à un nouvel ordre. Je dois remercier toutes les bonnes volontés qui se sont mêlées dans cette affaire pour que cette grève soit suspendue jusqu'à un nouvel ordre. Tous les secteurs confondus, tous les commerçants détaillants, toutes les associations affiliées, le président de la CECIM, le président des groupements de commerçants maliens, la grève est suspendue jusqu'à un nouvel ordre. Voilà, la grève est suspendue donc à vos kiosques et étals. Une quarantaine de jeunes issus de ces formations politiques maliennes renforcent leur capacité sur l'idéologie au sein des partis politiques, et cela grâce au projet Émergence politique des jeunes leaders africains initié par le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie en collaboration avec l'Institut pour la gouvernance et le développement. Ce projet présent dans 4 pays africains dont le Mali. Abdelrahman Maïga nous en parle. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet pour l'émergence politique des jeunes leaders initié en 2011 par l'Institut pour la gouvernance et le développement, en collaboration avec le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie. Il concerne 4 pays de la sous-région ouest africaine et s'occupe spécifiquement de la formation des jeunes cadres des partis politiques dans le domaine de la science politique. La Fondation CMDID et l'IGD, à travers ce programme, voudrait contribuer à la formation des jeunes leaders en politique, conscients de leurs rôles et de leurs responsabilités dans la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance. C'est pour mieux préparer les jeunes à faire face à leur mission au sein des partis politiques que le présent atelier a été initié. Il regroupe une quarantaine de jeunes issus de 6 formations politiques de la place. Ces jeunes renforcent leurs capacités sur l'idéologie au sein des partis politiques. On a constaté qu'au Mali, il y a pas mal de jeunes qui rentrent dans les partis politiques sans conviction. Ils sont des suiveurs qui suivent les cadres et qui suivent les partis politiques aveuglément. Nous ne voulons plus jamais qu'au Mali, que les jeunes ne militent plus dans un parti politique sans conviction, sans idéologie. Le thème qui nous réunit est un thème extrêmement important. Il est important parce qu'il vous permet déjà entre vous de différentes formations politiques d'échanger, de partager vos expériences, les défis auxquels vous êtes confrontés et que vous relevez au quotidien dans un contexte difficile. Avec la multiplication d'une telle formation, les jeunes cadres de notre pays seront mieux outillés et suffisamment armés pour apporter leur contribution au développement socio-économique du Mali et du continent africain. Et cette journée de réflexion du Parti du Renouveau démocratique et du travail, PRDT, il s'agissait pour les cadres du parti d'échanger sur les techniques de mobilisation électorale pour les prochaines échéances. Pour plus d'informations, nous écoutons le secrétaire général du parti, Ibrahima Sissé, qui est au micro de Mamourou Sidibé. Nous avons dans cette journée 3 thèmes à développer, entre autres la technique et la mobilisation électorale,
le fonctionnement et la redynamisation des instances, structures et organes du parti, ensuite la mise en application des recommandations issues de son conseil national qui a été fait en octobre 2013. Voilà. Donc cette journée va nous permettre, nous membres militants du PRDT, à nous projeter dans l'avenir, à faire des innovations, à faire des propositions concrètes afin que le parti puisse faire un volte-face d'une gestion traditionnelle vers une gestion moderne du parti. En tout cas, à faire des innovations pour que le parti puisse avoir le maximum de conseillers, pour que le parti, dans son fonctionnement, puisse doubler d'efforts à se gérer, à gérer de façon scientifique, de façon objective et de façon équitée du district jusqu'aux dernières communes à l'intérieur dans le pays. Le Mali abrite en janvier 2015 la 10e session de l'Union des parlementaires de la conférence islamique UPCI. Dans le cadre des préparatifs de ce rendez-vous, la commission d'organisation mise en place par l'Assemblée nationale a rencontré la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique, l'IMAMA, et le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, en reportage de Fademba Keita. Après la primature, le 22 août 2014, c'est au tour de la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique, l'IMAMA, et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali de recevoir la délégation de la commission d'organisation de la 10e session de l'Union des parlements de la conférence islamique IPCI. Avec eux, les échanges ont aussi porté sur l'organisation matérielle de ce grand rendez-vous des parlements des pays de la Oumma islamique prévu en janvier 2015 au Mali. Ce sera pour nous une opportunité de développement pour le pays, une opportunité d'affaires. Et pour nous, non seulement ce sera une possibilité pour le Mali de marquer son retour sur l'échiquier international politique, ce sera également une opportunité d'affaires. Les leaders religieux du Mali réitèrent leur engagement pour la réussite de cette session des députés des États membres de l'organisation de la conférence islamique. Nous sommes ravis d'être associés. La démarche s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'islam dans notre pays. La 10e session permettra aux participants de l'UPCI de connaître les réalités du Mali. On est très satisfait et on est prêt à donner tout ce qu'on peut à cette commission d'organisation sur tous les plans, matériel, moral et physique. Pour mémoire, l'IPCI a pour mission d'expliquer et de diffuser les nobles principes de l'islam tout en s'attelant à leur mise en œuvre. Outre les objectifs assignés à la session, les parlementaires échangeront sur des questions d'ordre économique, social, culturel et politique intéressant les États de l'organisation de la conférence islamique. Transparency International a classé le Mali au 127e rang sur 177 pays évalués en 2013. L'arrivée au pouvoir il y a un an du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et son intention de faire de 2014 l'année de la lutte contre la corruption laisse entrevoir des changements dans le cadre de la politique judiciaire. Des actes ont été posés par la justice pour freiner le phénomène de la corruption. On peut citer la loi portant sur la prévention et la répression de l'enrichissement illicite, les dossiers des magistrats, des cadres de l'éducation, auteurs de fraude au DF et au baccalauréat, les dossiers fonciers, entre autres, suivant ces dossiers réalisés par Gary Boupérou. Les dessous de tableau, les surfacturations, les trafics d'influence, l'enrichissement illicite, les détournements de fonds, en somme la délinquance financière et économique et la corruption sont des actes préjudiciables à l'économie nationale. Ils coupent le sommeil aux plus hautes autorités du pays. Nul n'est et ne sera au-dessus de la loi. Je mettrai en place les mécanismes appropriés pour assurer la transparence et l'efficacité de la dépense publique. Nul ne pourra s'enrichir de manière illicite sur le dos du peuple malien. Au premier rang de la réforme institutionnelle figure la lutte contre la corruption. C'est pourquoi le président de la République a promulgué la loi numéro 015 du 27 mai 2014. Les premiers articles de cette loi définissent les régimes de prévention et de répression de la corruption. Notre appareil judiciaire dispose d'instruments adaptés et efficaces, sans contrepoids social, politique et monétaire. C'est la première fois qu'au Mali, au-delà des simples professions de foi et des déclarations de circonstances, il y a une vraie volonté politique
d'engager la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. Mais les grands problèmes du Mali aujourd'hui, c'est le foncier qui a tendance à occuper 80% du contentieux judiciaire. Lorsque nous avons été à Sikasso, le directeur régional des domaines a osé créer un titre foncier sur un village qui existe, pas sur les terres de culture, sur les habitations où tout le village habite. Ce n'est pas une partie du village, c'est tout le village. Récemment encore, à Kalabambougou, le juge a rendu le verdict. Le clerc du en question et le complice géomètre ont été condamnés à 36 mois d'emprisonnement ferme. Et le secrétaire général du Sénam a écopé de 18 mois d'emprisonnement ferme, 1 an et 6 mois. C'est dans tous les domaines, lors de l'organisation des examens, de la fraude. Lorsque Madame le ministre a voulu lutter contre ça, des personnes ont dit, mais pourquoi elle a touché telle personne? Pourquoi elle a touché telle personne? Et on a dit, c'est des règlements de comptes. Mais quel compte? Il faut régler le compte de la corruption, oui. C'est en cela que le parquet général a instruit que des enquêtes soient ouvertes pour que les responsabilités pénales soient situées. Et déjà, les premiers résultats montrent l'implication d'agents publics et de parents sans scrupules. Et ce qui est scandaleux, c'est les parents lettrés qui sont allés à l'école, des hauts cadres parfois. Et ce qui est plus désespérant, c'est que vous avez de hautes personnalités qui ont le toupet d'appeler pour dire attention, c'est un cousin à moi. Où va le Mali? Le dossier de Sanogo, j'aime pas parler trop de ces dossiers, mais c'est un dossier que moi j'ai trouvé en cours. Il y avait pendant la transition les plaintes des partis civils pour la disparition des personnes. C'est une plainte qui ne date pas du tout d'après septembre, où nous nous sommes venus aux affaires. Elle était là, elle était confiée au même juge d'instruction qui l'a traitée. Donc nous n'avons pas affecté ce dossier à un juge d'instruction. Il a travaillé normalement. Et c'est à partir des éléments de son dossier que lui, il a pu interpeller telle ou telle personne, parmi lesquelles M. Sanogo. Une année, c'est court, mais en une année, on peut quand même remarquer qu'il y a un certain nombre d'actes qui ont été posés qui sont remarquables. Et le plus important, dont je me réjouis le plus, c'est l'adoption et la promulgation de la loi numéro 214-15 portant prévention et répression de l'enrichissement illicite. La chaîne de la corruption est toujours constituée d'un individu qui cherche à corrompre et d'un corrompu. Les biens ainsi acquis sur les moyens de l'État en vue de s'enrichir rapidement compromettent-ils les perspectives de développement? La justice, comme aimait à dire Michel Audiard, c'est comme la Sainte Vierge. Quand on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. Parce que en ces apparitions ordinaires, vous savez, la justice paraît juste. Mais à y regarder de plus près, on se demande si elle l'est vraiment. Il faut donc que la justice prenne le temps de temps en temps de regarder dans ses miroirs. Parce que les temps de la justice, si feutrés, si inviolables soient-ils, donnent à voir, à regarder de plus près de gros vices cachés, de gros défauts qui pourtant se voient comme le nez au beau milieu du Grand Palais. Il y a deux types de corruption. Celle qu'on appelle la corruption passive et celle qu'on appelle la corruption active. S'agissant de la corruption passive, elle est forcément accomplie par un agent public. Ce dernier va céder ou va solliciter une offre ou un avantage en vue de ne pas accomplir quelque chose. Donc cet agent est appelé le corrompu. En revanche, la corruption qui est dite active, c'est un citoyen qui vient offrir, ou du moins qui est sollicité par le fonctionnaire ou l'agent public, qui lui offre quelque chose, qui lui donne quelque chose en vue
d'accomplir ou de ne pas accomplir quelque chose ou de retarder quelque chose. L'autre aspect intéressant, c'est que en matière de lutte contre l'enrichissement illicite, dès que les enquêtes sont initiées, le procureur a la possibilité de prendre des mesures conservatoires et le juge d'instruction peut procéder à la saisie des biens de la personne. Les modes opératoires de la corruption et les infractions assimilées deviennent de plus en plus complexes. Beaucoup de citoyens aspirent à des méthodes plus draconiennes pour endiguer ces phénomènes criminels. Phénomènes qui érodent la confiance du peuple dans les politiques pénales et les institutions judiciaires en charge de répression. On est encore à 1 an. Il reste 4 longues années. Si ça continue comme ça, croyez-moi que dans 5 ans, vous aurez un autre genre d'acteurs judiciaires au Mali. C'est sûr. Déjà, aujourd'hui, vous pouvez... Peut-être que vous qui êtes à l'extérieur, vous ne le savez pas, mais moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a une discipline folle qui règne dans les juridictions. Ah oui. Ce que vous pouvez faire hier sans crainte, aujourd'hui, vous le faites avec une certaine crainte. Ça veut dire déjà qu'il y a un certain changement dans votre comportement. Et tout ça, pourquoi? Tout ça est dû à quoi? À la volonté politique, au signal qui a été donné. Nul n'est et ne sera encore au-dessus de la loi en République du Mali. Si les gens veulent la sécurité de leurs biens, la sécurité juridique tout simplement pour parfois leur propre personne, ils doivent lutter contre la corruption parce que c'est la corruption qui empêche que les lois s'appliquent. Et si les lois ne s'appliquent pas, on tombe dans l'anarchie. Et dans l'anarchie, c'est les plus faibles qui payent. Il faut rétablir la justice partout, dans chaque chaumière, dans chaque palais, dans chaque bureau, sur chaque chantier, partout. Il faut une exigence de justice. 2 catégories de corruption sont identifiées au Mali. La petite corruption qui agit sur le portefeuille et la grande corruption sur la passation des marchés publics. Au regard de la menace que constitue celle-ci et en vertu de la nouvelle loi, les spécialistes parient. Ils gagent que la justice ne fera aucun cadeau à la corruption et à toutes les infractions assimilées. 150 millions de francs CFA, c'est l'enveloppe destinée au remboursement des transports des réfugiés de la région de Tombouctou. Ce processus concerne un premier groupe et l'opération va se poursuivre les semaines à venir. La promesse a été faite par le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord. C'était au cours d'une rencontre avec les rapatriés volontaires à Tombouctou. Ils sont aujourd'hui au total 5 996 bénéficiaires venus de la Mauritanie et du Burkina Faso. Correspondance Yéya Tandina. Cette opération concerne l'ensemble des rapatriés venant de tous les horizons hors des frontières nationales. Une promesse tenue par le ministre en charge de l'action humanitaire et qui se concrétise devant les leaders communautaires et responsables des réfugiés. Cet engagement est réaffirmé et réitéré par le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord. Lors de sa visite à Tombouctou, se voit aujourd'hui concrétisé par le remboursement d'un premier groupe de réfugiés. Au total, 5 996 personnes ont vu leur transport remboursé en intégralité. Et la présente opération a coûté près de 150 millions de francs CFA au gouvernement de la République du Mali. Les réfugiés qui sont restés voient aujourd'hui, ceux qui sont venus spontanément au bercail volontaire, les remboursements ont été faits, ils ont la paix, ils vivent dans la tranquillité, en symbiose, cohabitation avec leurs frères qui sont là. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu amène la paix dans notre pays. Nous souhaitons vivement que ces fonds qui vont être mis à votre disposition puissent vous servir à quelque chose, puissent davantage renforcer la confiance entre les réfugiés et le gouvernement malien, puisque ça puisse faire tache d'huile pour que les gens rentrent définitivement au bercail. La cérémonie a été mise à profit par l'assistance pour implorer Allah à guider les pas des délégués en Algérie pour un retour définitif de la paix au Mali. En 5e région, les acteurs de la filière échalote oignon du Mali veulent atteindre un chiffre d'affaires de 96 milliards de francs CFA pour la campagne 2014-2015 contre 60 milliards 400 millions en 2013-2014. Des chiffres dévoilés cette semaine lors de la rencontre annuelle des acteurs de la filière tenue à Bandiagara, une rencontre organisée par l'interprofession échalote oignon
IFEO Mali avec l'appui du programme Compétitivité et Diversification Agricole PCDA. Reportage à Moustandoumbia. Cette rencontre annuelle des acteurs de la filière échalote-oignon a planché sur le bilan de la campagne nationale 2013-2014 et les objectifs de la campagne 2014-2015. La campagne 2013-2014 a enregistré une production de 264 000 tonnes d'échalotes et de 90 000 tonnes d'oignons pour un chiffre d'affaires de 60 milliards 400 millions de francs CFA. En 2013-2014, nous sommes arrivés à 93%, mais en 2014-2015, jusqu'à 105 ou à 100% de notre ambition. Nous avons mis en place un système de conservation qui a à peu près de 6 à 10% de pertes. L'objectif de production de la campagne 2014-2015 dans les régions de Ségou et de Mopti est de 300 000 tonnes d'échalotes et de 93 000 tonnes d'oignons. Il est attendu un chiffre d'affaires de près de 96 milliards de francs CFA. Cette performance est bien réalisable selon le programme Compétitivité et Diversification Agricole, partenaire de l'interprofession. La filière échalote-oignon en tout cas a beaucoup d'avenir. Rien qu'avec Mopti, l'année passée, nous avons eu plus de 11 milliards de chiffres d'affaires. Cette campagne 2014-2015, nous pensons frôler les 20 milliards de chiffres d'affaires, rien qu'au niveau de la région de Mopti. La rencontre bilan programmation de l'interprofession échalote-oignon a regroupé les producteurs et les commerçants d'échalotes des régions de Kaye, Koulikoro, Ségou et Mopti. Voilà, ok. Où est ma société civile? C'est le titre du livre du docteur Abdoul Diallo, il est chercheur aux États-Unis d'Amérique. Ce livre a été présenté au public ce matin, ici à Bamako. De quoi parle donc cet ouvrage? Qu'est-ce qui a amené l'auteur à l'écrire? Les réponses du docteur Diallo au micro de Mamourou Sidibé. L'ouvrage intitulé « Où est ma société civile ?» Quand j'étais aux États-Unis, une fois je passais ici en consultation avant d'aller dans un pays de la sous-région. J'ai assisté donc à une émission de l'ORTM et un débat sur ce thème, la société civile. Alors je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Cela m'a interpellé et j'ai dit donc je vais faire un article d'une page à publier dans les journaux. Bon, l'appétit venant en mangeant, cette page s'est transformée en un ouvrage de 342 pages. Donc en un premier temps, l'ouvrage parle des origines de la société civile et des définitions. Ça aussi révise un peu certaines définitions de la société civile à travers le monde. J'essaie de voir aussi la société civile dans ses démembrements dans le monde et aussi au Mali. Partout, j'essaie de comparer certains pays au Mali. Voilà, bonsoir monsieur, bienvenue. On a été surpris tout à l'heure par l'élément de réponse qui vient de s'achever. Et je vous présente donc, vous êtes monsieur Cheikh Konaté, vous êtes le président de la commission d'organisation des compétitions internationales de football au Mali ici. Et c'est pour parler donc de cet événement qui était attendu par tous aujourd'hui. Je vais parler du match Mali-Malawi comptant pour les éliminatoires de la CAN en 2015. Le match qui n'a pu donc avoir lieu cet après-midi pour cause de grandes pluies, une pluie qui s'est donc abattue sur Bamako cet après-midi. Donc le terrain de football du stade du 26 mars était impraticable. De toute façon, on a reporté ce match. Bienvenue encore, bonsoir, monsieur Konaté. Qui est-ce qui prend la décision de reporter un match? Bonsoir, Jean Bélé. Le report du match dépend d'abord des officiels techniques. Il s'agit alors des arbitres qui ont été envoyés pour officier ce match-là. Et cela a été confirmé notamment le chef de délégation du Mali et le chef de délégation du Malawi. Donc c'est une fois ils ont fait le constat sur le terrain et techniquement ils ont démontré que le match ne pouvait pas être joué. Donc ils nous ont convoqués pour nous notifier la décision. Très bien. Alors le match n'a pas pu être joué aujourd'hui. Il le sera quand? Le match sera joué demain à 16h au stade du 26 mars. Très bien. Les gens, ils ont déjà pris les billets. Qu'en est-il?
pour ceux qui possèdent déjà leur ticket. Effectivement. Vous avez déjà pris place dans les gradins, non? Oui, il y avait à peu près une grande partie du public qui était déjà arrivé et qui était en train d'arriver au stade quand aussitôt la décision a été prise. Donc nous demandons à tous nos compatriotes qui ne se sont pas rendus sur le terrain et qui gardent encore leur ticket, ça reste valable. Ceux qui ont déjà accédé au gradin dont les tickets ont été utilisés, nous leur demandons de garder soigneusement les tickets les morceaux qui ont été rendus par nos contrôleurs, et ces mêmes morceaux seront valables demain à nos différentes entrées. Et ceux qui n'avaient pas de tickets, ceux qui n'avaient pas de tickets, la vente des tickets continue. Les billets seront vendus seulement au niveau du stade du 26 mars, parce que nous avons tout à l'heure fait un constat rapidement avec nos vendeurs. Il reste encore beaucoup de tickets non vendus, presque la moitié des tickets n'a pas été vendu. Très bien. Alors, M. Konaté, et s'il pleuvait encore demain sur Bamako? Vous savez, ça c'est la volonté divine, personne ne maîtrise, mais les règles du jeu aussi sont très claires et les officiels ont été envoyés pour cela. Ils feront le constat et ils prendront la décision qui conviendra par rapport à ces reports. Pour l'instant, le rendez-vous c'est à... Pour l'instant, le stade sera ouvert demain à 13h. 13h. Oui. Et le match va démarrer à 16h. À 16h pile. Très bien. Oui. Merci d'être venu. Donc, on va rassurer les supporters maliens, ceux qui sont vraiment amoureux du football, que le spectacle promis leur sera offert demain à partir de 16h, Inch'Allah, s'il n'y a pas de grande pluie encore. Et la victoire promise également par les footballeurs sera au rendez-vous. Voilà, merci bien. Nous l'espérons. Effectivement, ce n'est qu'un report, ce n'est pas une annulation. Et cela va donner encore la chance à beaucoup de nos supporters qui avaient la volonté de venir, mais qui peut-être pour une raison ou une autre n'ont pas pu peut-être se rendre au stade. Nous leur demandons d'être présents demain, et aussi nombreux, aussi calmes, et dans toute sportivité pour vraiment fêter et rendre la gloire à nos aigles. Parce que je l'ai dit, c'est l'entrée en matière, c'est le premier match, et chacun à l'aller doit gagner chez lui. Et si nous gagnons nos premiers matchs, donc faire le paquet des points, je pense que les derniers matchs ne seront que des formalités. Il ne faut pas attendre cela. Et les sportifs ont besoin, les aigles ont besoin de leur public. Je sais que les Maliens sortiront demain, encore une fois, pour venir supporter les aigles. Voilà, avec un esprit de fair play, naturellement. Comme on l'a dit, les équipes qui jouent, c'est des joueurs qui se détestent, mais cordialement. Cordialement, bien sûr, parce que vous allez remarquer que c'est les mêmes. Ils jouent dans les mêmes clubs en Europe et partout sur les terrains. Et effectivement, c'est la fête. Le sport, le football, c'est la fête. Merci et bonne chance aux aigles. Donc, demain, Malawi, voilà, c'est cet après-midi. Oui, tout à l'heure, on vient de faire la démonstration. Absolument. Voilà, les arbitres, ils ont fait le constat. Vous avez vu que les ballons ne pouvaient pas répondre. Absolument. Et ça, c'est la règle du jeu. Et très bien. Donc, rendez-vous demain à partir de 16h, Inch'Allah, au stade du 26 mars. Pour les autres rendez-vous avec notre chaîne, à partir de midi, ce sera Actu Hebdo, 2 sujets avec 2 invités. Premier invité, Mahamadou Djamoutani, et il viendra nous parler de l'insertion des écoles coraniques dans le système éducatif national. Et puis, deuxième invité, Abdoulaye Benson Diakité. Il est le président de la commission d'organisation de Festi Bazin. Actu Hebdo, une coordination de Youssouf Diakité. Et puis l'édition de 13h, le 13h dimanche, vous sera présenté par Assata Ibrahim Maïga. Le 20h, c'est avec Amara Malé Diallo. Merci. Le reste est sur notre chaîne. Excellent week-end.